Bienvenue dans la formation express sur Office 365 et son écosystème. Je suis Raphaël Berriot, directeur commercial chez Proformation. Nous allons démarrer dans 2 petites minutes la formation. Avant de passer la parole à notre formateur, Frédéric Lefebvre, j'aimerais vous présenter le déroulement de la formation. Il s'agit donc de la 14e édition des formations express que nous animons. Le principe est simple, hein, on vous donne un aperçu de la formation, puis vous pouvez répondre poser vos questions via le chat. Il ne s'agit pas d'une formation complète, mais d'une introduction. Une formation sur Office 365 dure de 2 heures à 20 heures, voire plus, hein, selon le besoin et les logiciels à traiter. Tout d'abord, donc notre formateur va présenter dans les grandes lignes la formation, puis pendant 20 minutes, et puis nous répondrons à vos questions par chat, que vous aurez posées sur le chat. Donc nous vous invitons à poser vos questions sur le chat, s'il vous plaît, c'est très important et on compte sur vous. Donc l'enregistrement est lancé, ce webinaire est donc enregistré. Proformation est un organisme de formation qui propose des formations en langue, bureautique et soft skills en visioformation et en classe virtuelle. Notre positionnement, hein, c'est le 100% humain, c'est vraiment ce sur quoi c'est notre ADN, si vous voulez, et c'est notre métier depuis 30 ans. Donc n'hésitez pas à nous consulter si vous le souhaitez, on sera à votre disposition sur un de ces sujets. Pour information, d'autres formations express sont prévues dans les semaines à venir et demain notamment sur le tutorat. Donc tuteur en entreprise, co-animé avec Adecco Training. On a également augmenté l'impact des présentations PowerPoint avec Frédéric Lefebvre, devenir un expert en recrutement avec Steve, notre formateur d'anglais, Power Apps avec Aziz, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à inviter vos confrères et vos salariés, puisque c'est vraiment c'est une offre découverte faite pour vous et pour nous faire connaître, bien sûr. Voilà, donc je laisse la parole à Fred. Fred, c'est à toi. Bien, bonjour à tous, merci d'être présent pour cette petite information sur Office 365. Donc, je vais tenter de vous faire comprendre un petit peu ce qui se cache derrière Office 365. Son développement a été accéléré notamment par deux facteurs. D'abord le Covid, parce qu'effectivement, on s'est retrouvés tous en télétravail et que ça fait partie des outils indispensables pour le télétravail. Et puis, il y a une autre raison qui a accéléré son développement, c'est que les data centers de Microsoft, qui historiquement étaient basés tous exclusivement aux États-Unis, sont désormais en France. Donc, il y a des data centers en France, à Paris et Marseille. On a récupéré en quelque sorte la souveraineté de nos données, puisque évidemment, ces data centers sont soumis notamment à la RGPD, donc protégés par la loi. Voilà, ça c'est pour information. Alors, pour cette petite présentation de 20 minutes, donc l'objectif, vous l'avez compris, hein, c'est pas de vous faire manipuler forcément, même si vous pouvez le faire parallèlement. Donc là, on est plutôt sur la compréhension de l'écosystème. Alors, l'écosystème Office 365, il est bâti, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, sur ce qu'on appelle le cloud computing. Donc, le cloud computing, on en a tous aujourd'hui autour de nous, hein, dans vos téléphones portables, c'est-à-dire que vos données, justement, sont délocalisées, elles ne sont pas présentes sur les appareils à partir desquels vous les consultez. Alors, c'est partiellement vrai, parce qu'il peut y avoir une copie locale, je vous expliquerai ça. Mais en tout cas, ça veut tout simplement dire que si vous avez un problème sur votre tablette, votre PC portable ou votre téléphone, vous ne perdez pas vos données parce que justement, elles sont délocalisées. Donc, c'est un gros avantage parce qu'il suffit d'avoir un terminal pour pouvoir accéder à vos données. Alors, il y a un sujet évidemment de sécurité, ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, c'est ça le principe du cloud computing. Donc, même vos carnets d'adresses, par exemple, sur un téléphone portable, ils sont hébergés eux-mêmes sur des serveurs, qui soient Google, qui soient Microsoft. Il n'y a évidemment pas que Office 365. Donc, l'objectif, c'est un peu de vous expliquer tout ça. Alors, je vais commencer par vous expliquer justement ce que recoupe Office 365, une présentation un petit peu générale de tout l'écosystème. Et un des axes d'entrée dans cet écosystème, c'est de passer par le portail Office 365, auquel vous avez tous droit, alors en tout cas pour ceux qui sont déjà abonnés, qui ont déjà une licence professionnelle ou personnelle sur Office 365, vous rentrez tous sur office.com. Donc ça, c'est l'adresse à partir de laquelle vous pouvez connecter votre compte. Alors évidemment, qui dit compte dit forcément user et mot de passe. Donc je vous affiche le mien, hein, celui de Proformation. Et en particulier, à travers ce compte, ça va vous permettre de découvrir
toutes les applications auxquelles vous avez le droit à travers votre licence. Alors, il y a plusieurs types de licences, hein. Il y a des licences pro avec différentes possibilités. Là, je vous renverrai sur le site de Microsoft si vous voulez voir un peu tout ça pour ceux qui n'en ont pas encore. Mais voilà, globalement, vous tombez sur cette première page d'accueil, qui est votre page d'accueil personnelle, et notamment à travers cette petite gaufrette que vous devinez ici en haut à gauche, vous avez la liste de toutes les applications contenues dans Office 365. Alors, il y en a un certain nombre que vous connaissez, peut-être que vous utilisez depuis très longtemps, donc Outlook par exemple, qui est votre logiciel de messagerie. Vous retrouvez également les Word, Excel, PowerPoint traditionnels, qui sont alors des applications évidemment online, parce que c'est aussi la force de cet écosystème, c'est que les logiciels sont online et n'ont pas forcément besoin d'être installés sur le poste de travail. Souvent, on a les deux, mais ce n'est pas une obligation. Et puis, quelque chose qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans l'écosystème, ça va être Teams, qui va s'appuyer notamment sur ce qu'on appelle un SharePoint. Donc ça, c'est une notion sur laquelle je vais revenir un tout petit peu plus tard, parce que tout l'écosystème s'appuie sur ce qu'on appelle des SharePoint. Je vais vous en présenter quelques-unes que vous ne connaissez pas, parce que celles-ci, vous les connaissez probablement, à commencer par Yammer, parce que ça arrive assez vite dans la liste. Yammer, en fait, c'est tout simplement le réseau social de l'entreprise. C'est le Facebook de l'entreprise. Donc, si vous avez besoin de faire de la communication institutionnelle, voilà, vous pouvez passer par ce petit, alors je vais prendre le compte qu'on a ici, vous pouvez passer par Yammer. Alors, si vous êtes adepte de, c'est plutôt Facebook pour le coup, au niveau, vous voyez, de l'interface, voilà. Donc, ça, c'est notre interface. Donc, voilà, vous avez quelques publications qui sont faites. Donc, ça suppose qu'il y ait des animateurs de communauté, mais on est vraiment là sur, je vous dis, le Facebook au niveau de l'entreprise. Donc, ça, c'est une première application que vous connaissez ou pas, que vous utilisez ou pas. La seconde application que vous avez peut-être constatée, vous avez peut-être répondu à des questionnaires. Et du reste, le questionnaire auquel vous allez avoir droit à la fin de ce webinaire, il est positionné sur Forms et il a été créé avec Forms, qui est un outil de conception de quiz, de questionnaire. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir donc à la fois en construire et surtout, je vais prendre celui-ci qui a été construit, vous allez pouvoir collecter les réponses de façon très très rapide. Là, vous avez le questionnaire en lui-même avec les différentes réponses. Et puis, vous avez ici un deuxième onglet dans lequel on voit les statistiques de réponses. Alors, les statistiques globales. Et puis, si vous voulez aller fouiller un petit peu plus, vous avez même un fichier Excel qui est produit automatiquement et qui collecte toutes les réponses sous forme de tableau. Ça fait partie des petits outils également intéressants. Alors, je vous en présente un troisième qui peut être également intéressant, c'est Planner. Alors, Planner, si vous êtes un petit peu dans la gestion de projet, alors quand je dis gestion de projet, on ne va pas parler de MS Project, qui est vraiment un outil dédié pour la gestion de projet un petit peu plus complexe. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un suivi d'un projet un petit peu light, vous pouvez utiliser Planner, c'est vraiment fait pour ça. En l'occurrence, ça va vous permettre de planifier vos tâches. Alors, de façon un peu plus fine que ne le ferait une to-do list classique. Alors, un petit exemple ici. L'objectif souvent de faire dans un planeur, c'est aussi de faire en équipe. Donc ça aussi, très lié avec Teams notamment. Et là, par exemple, vous avez des compartiments, ce qu'on appelle des compartiments, dans lesquels vous allez positionner des tâches. Donc on pourra faire en sorte que des tâches soient terminées, par exemple ici. Il suffit que je coche. Et puis surtout, c'est très très souple parce que si vous êtes dans une logique, par exemple, de compartiment à faire, en cours, réalisé, c'est le choix que j'ai fait ici, je peux déplacer très facilement, vous voyez, mes tâches d'un compartiment à l'autre. Donc ça vous permet à tout moment d'avoir un suivi des tâches effectuées. Et la force de cet outil au sein d'une équipe, c'est qu'on peut affecter des tâches aux membres de l'équipe et donc visualiser l'avancement du projet avec ce qu'ont fait les différents membres de cette équipe. Voilà, donc pareil, je vous dis, on est entre la to-do list et l'outil de gestion de projet un peu plus puissant. On a un mi-chemin et ça peut suffire pour des petits projets. Donc ça, c'est Planner. Autre petite fonction que je vous présente rapidement, c'est Stream. Je vous parlais tout à l'heure du Facebook de l'entreprise. Là, vous avez le YouTube de l'entreprise, qui s'appelle Stream. Donc, Stream, c'est vraiment une collection de vidéos, là encore, donc, que vous allez évidemment uploader, que vous allez alimenter votre stream avec des vidéos.
et vous allez probablement les publier au sein de l'entreprise. Alors, à travers encore des équipes Teams ou simplement à travers Yammer, ou simplement avec un lien qui va pointer vers une vidéo. Donc là, c'est vraiment la communication vidéo de l'entreprise. Donc ça, c'est simple. Si vous avez déjà eu un compte YouTube, très sincèrement, c'est pas très compliqué. Chacune d'ailleurs des briques, des applications de Microsoft prises à part, sont relativement simples. La complexité, elle est plutôt dans justement l'architecture que vous allez monter et donc l'interaction entre ces différentes applications. Alors à chaque fois, vous voyez que quelle que soit l'application dans laquelle je me trouve, j'ai toujours cette petite gaufrette qui me permet d'accéder à l'ensemble de ces applications. Alors dans Edge en particulier, vous voyez qu'il me crée des onglets surnuméraires à chaque fois. Alors, encore une petite, je vous parlais tout à l'heure de Planner à l'instant. Donc, Planner, c'était vraiment une petite gestion de projet, light. Mais si vous n'avez pas forcément besoin de ça, vous avez peut-être besoin simplement d'une to-do list. Vous avez une petite application très simple qui s'appelle To-Do, qui est une simple to-do list, mais qui est en train de changer un peu parce qu'elle commence à être implémentée au sein d'Outlook. Donc, c'est quelque chose que vous verrez apparaître si vous êtes déjà abonné, ou que vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu apparaître sur la barre latérale de Outlook. On commence à retrouver cette icône. Et là, on est dans une gestion de tâches, notamment dans laquelle on peut alors simplement ajouter des tâches pour soi-même, sa to-do list de la journée, mais on peut aussi retrouver dans cette application les tâches qui m'ont été affectées au sein, justement, notamment d'un planeur qu'on aurait intégré dans un Teams, dans une équipe. Donc ça peut être intéressant. Donc il y a à la fois les tâches pour moi, pour ma journée, les tâches qu'on m'a affectées à travers des planeurs, et puis il centralise également, enfin cette application centralise également les courriers avec indicateur. Donc ce sont les fameux petits drapeaux rouges que vous utilisez peut-être dans Outlook, ils vont être centralisés ici, parce que souvent, quand on flag un mail, c'est justement parce que c'est une tâche à réaliser. Donc, elles sont centralisées dans cette application To-Do. Alors, sachez que là, je vous le montre dans la version online, mais qu'en ce moment, c'est en cours. Ça va être parfaitement intégré dans Outlook sous la forme de cette icône-là, vous verrez, et vous retrouvez à peu près la même interface. Voilà. Donc, quelques applis. Je ne vais évidemment pas vous présenter tout, ce n'est pas le but. Mais vous allez voir, c'est ce qui fait à la fois toute la richesse et toute la complexité de cet écosystème Office 365. Il est riche en applications, mais je fais souvent cette analogie, c'est un peu une boîte de Lego. Avec une boîte de Lego, vous pouvez faire une plante, un paquebot, un immeuble. C'est-à-dire que on peut tout faire avec une boîte de Lego. Par contre, il faut choisir les bonnes pièces. Il faut les assembler correctement. Et c'est un peu ça, Office 365. C'est de quelles pièces j'ai besoin pour mon activité. On n'aura pas forcément besoin des mêmes pièces pour une TPE, pour une PME, pour une entreprise, dans le secteur d'activité juridique, dans le secteur d'activité tertiaire. Enfin voilà, donc c'est à chaque entreprise de bâtir un petit peu son écosystème en fonction des possibilités offertes. Alors je vous en parle d'une dernière, mais c'est pour vous montrer un petit peu jusqu'où ça peut aller, l'automatisation. On a un outil ici qui s'appelle Power Automate. Alors, Power Automate, c'est un outil qui va vous permettre de créer des scripts et donc des process, des flows automatiques. Alors, en particulier, je vais vous donner deux exemples très, très simples de flux que moi j'ai mis en place. Le premier, c'est que dans ma boîte mail professionnelle, quand j'ai un mail qui tombe avec une pièce jointe, cette pièce jointe, elle est automatiquement copiée-collée dans mon OneDrive. Donc, j'ai plus de risque à supprimer un mail dans mon Outlook parce que je sais que cette pièce jointe, elle est déjà stockée quelque part. Et c'est automatique. Moi, j'ai rien à faire de plus. Donc, j'ai mis en place ce flux qui fait partie des modèles de flux qui sont proposés par Power Automate. Donc, quand il s'agit de flux, j'allais dire sous forme de modèles, et les modèles, vous allez voir, sont classés par catégorie. Vous voyez, on a travail à distance, approbation, bouton. Et on a plein de scénarios possibles. Et ces scénarios ne concernent pas forcément seulement Microsoft. Vous devinez peut-être ici, vous reconnaissez peut-être l'icône de Gmail. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des interactions avec des applications externes à Microsoft. Oui, ça étend encore un peu plus le champ des possibilités. Donc là, par exemple, vous voyez, enregistrer les pièces jointes Gmail dans un dossier Dropbox. Alors bien entendu, chacun de ces modèles vont devoir être paramétrés. Il ne connaît pas votre compte Gmail. Donc, il va falloir lui donner le compte, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Mais en tout cas, vous pouvez bâtir des flux automatiques. Des choses que vous faisiez peut-être manuellement et qui vous perdre du temps, elles vont devenir automatiques. Je vais vous donner un deuxième scénario qui est un peu plus complexe, mais qui vous montre encore une fois les possibilités. En travaillant sur mes flux, j'ai un flux
avec un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, j'ai, alors c'est la liste des alternants, et chaque alternant va avoir son contrat. Ben, on peut créer, alors je ne vais pas vous le montrer de façon détaillée parce que c'est un peu long, mais en tout cas, on peut créer un scénario qui va me permettre de faire un mailing avec pièce jointe personnalisée, ce qui est quasi impossible à réaliser dans Word, parce qu'en général, plus le postage se fait dans Word. C'est compliqué à réaliser avec Word, si ce n'est en utilisant du VBA. Ben, vous pouvez utiliser ce genre de scénario ici, c'est-à-dire que moi, dans mon fichier Excel, il va être capable, alors le fichier Excel contient des noms, des prénoms, des adresses mail et le nom du fichier à joindre. Et parallèlement, j'ai un dossier qui contient, par exemple, les contrats de chaque alternant. Avec Power Automate, dans le fichier Excel, je pourrais éventuellement dire, je sélectionne l'ensemble, je vais vous montrer ça assez rapidement. On va regarder ça. On va pouvoir sélectionner directement tout ou partie d'ailleurs de mon listing, vous allez voir, et envoyer automatiquement, je vous ouvre le fichier, est ici, tac. Vous voyez, donc c'est une liste très très simple, évidemment, à la base. Mais vous voyez, j'ai le nom des prénoms, le mail et le nom des fichiers. Et parallèlement, et tout ça doit être stocké dans un OneDrive ou un SharePoint, sur lequel on reviendra. Et en parallèle, vous voyez, j'ai ici, dans un dossier de mon OneDrive, justement, les noms qui correspondent. Typiquement, là, je pourrais dire dans l'onglet données, alors je ne vais pas détailler, mais dans l'onglet données, il va détecter ici, dans Flow, que j'ai un Power Automate, donc un flux qui est présent dans ce fichier. Et ce flux, si je veux le déclencher, je sélectionne encore une fois tout ou partie des participants, je lance le flux. Si je faisais ça, chaque personne sélectionnée ici recevrait par mail son contrat. Donc, ça vous donne un petit peu les possibilités de l'outil. C'est illimité. Alors, évidemment, là, c'est un peu plus complexe que les modèles qui sont proposés, je ne vous le cache pas, parce que là, il faut bâtir le scénario, il faut connaître un petit peu les propriétés. On n'est pas dans la programmation, mais ça s'en rapproche quand même un petit peu. Mais voilà, c'est un outil qui est assez méconnu, à tort, parce que je pense qu'il y a moyen d'automatiser pas mal de process. Donc, voilà pour cet écosystème 365. Alors, une partie 2, difficile, encore une fois, en si peu de temps de vous présenter tout, mais ça peut vous donner en tout cas des idées. Donc, globalement, voilà, donc c'est toutes ces applications, elles sont classées. Alors, j'ai fait un classement ici par rapport à la communication. Vous allez voir que Teams, on va voir ensuite, on va expliciter, va devenir véritablement votre nouveau centre de communication. Je pense qu'à terme, le premier outil que vous allez ouvrir le matin, ça ne sera plus Outlook, ça sera Teams. C'est un peu le but. Donc voilà, donc des outils de production, vous connaissez, des outils d'organisation, on a vu Todo, par exemple, ici, et Planner. Alors, il y a des outils d'analyse un peu plus puissants comme Power BI. Là, on monte un petit peu en gamme. Donc voilà pour l'ensemble, enfin une partie, en tout cas, une vue d'ensemble des applications de Office 365. Alors, je vous disais que tout ça, ça s'appuyait quand même sur deux notions essentielles pour comprendre tout cet écosystème, à savoir SharePoint et OneDrive. Et c'est vrai qu'assez souvent, on connaît les noms, mais on ne sait pas ce que ça renferme, SharePoint et OneDrive. Alors, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer, parce que c'est au moins la compréhension, et je vais partir justement sur un scénario Teams pour vous expliquer ça, qui me semble être le meilleur point d'entrée ensuite quand vous voulez constituer et collaborer notamment dans cet écosystème. Donc là, je vais me baser sur l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur, vous voyez ici, il va rentrer sur son Teams. Et lorsqu'il va rentrer sur son Teams, une des choses que vous faites, je pense tous, c'est que vous allez tenir des conversations, donc des chats traditionnels. Lorsque vous bâtissez un chat avec quelqu'un, alors une ou plusieurs personnes dans l'entreprise, vous allez potentiellement y échanger des pièces jointes, comme vous le feriez avec un mail traditionnel. Mais cette pièce jointe, elle est où finalement? Elle est stockée où? Elle va être stockée dans le OneDrive, qui est un espace personnel dédié sur le cloud de Microsoft. Donc pour chaque utilisateur a son propre OneDrive, son propre cloud personnel. Et du coup, au cours d'une conversation Teams, ce fichier-là, il va être dans le OneDrive de celui qui va envoyer le message. Et finalement, ça va donner un partage implicite à ceux qui le reçoivent. Donc, j'autorise la personne à qui j'envoie le chat à venir consulter, voire modifier le document qui est dans mon Teams. C'est ça qui se passe derrière. Donc,
Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'écosystème Office 365, le OneDrive, c'est un espace cloud personnalisé au sein de l'entreprise, mais potentiellement partageable. C'est ce qui se passe dans le cadre d'une conversation dans Teams. Donc, tout ça, ça va s'appuyer finalement sur un répertoire, donc votre répertoire à vous, qui est votre Teams. D'accord? Alors, ensuite, évidemment, vous allez avoir besoin peut-être de créer des équipes. Et là, on va aller un peu plus loin dans la collaboration. Là, ça va devenir un peu plus intéressant. Donc, on a parlé de conversation, très bien, avec une ou plusieurs personnes. Maintenant, la force vraiment de Teams, c'est de travailler en équipe. Donc, travailler en équipe, déjà, il faut les constituer. Et chaque individu dans l'entreprise, en fonction des paramétrages qui sont autorisés par l'administrateur, normalement, peut créer une équipe. Créer une équipe, ça veut dire quoi? Ça veut notamment dire créer un site d'équipe. Et c'est ça qu'on appelle un SharePoint. Donc, un SharePoint, c'est un serveur, c'est aussi une partie finalement du cloud de Microsoft, mais c'est une partie dédiée, un espace de stockage dédié aux membres de l'équipe. Donc, quand vous allez constituer une équipe, du coup, vous allez déposer des fichiers et chaque membre de l'équipe pourra déposer des fichiers sur cet espace partagé et va pouvoir collaborer. Par exemple, et c'est une des forces notamment du cloud de Microsoft, si on est 4 travailler sur un document, c'est pas un problème. On peut tous les 4 l'ouvrir en même temps. Moi, je peux travailler sur la première page. Raphaël peut travailler sur la 5e, et puis quelqu'un d'autre peut travailler sur la 7e. Il y a un système de notification, on appelle ça du co-authoring. Donc, on peut travailler en temps réel à plusieurs sur un document. C'est ça la force du SharePoint. On peut le faire aussi sur un OneDrive, je vous le disais, mais le document est hébergé ailleurs. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment une force. Il y a aussi ce qu'on appelle un versionning automatique, c'est-à-dire qu'il y a des versions successives qui s'enregistrent. Vous avez un document, alors souvent on voit sur les serveurs des V1, V2, V3, V4, ça dans l'écosystème Microsoft, c'est natif. C'est-à-dire que dès que vous allez accéder à un fichier sur un SharePoint, vous faites une version, vous sortez, votre collègue il arrive, fait une version, il sort, automatiquement je peux revisualiser les versions antérieures du document. Donc ça, c'est aussi une force de ce site SharePoint. Question, Voilà. Frédéric. Et si une personne supprime ce fichier, est-ce qu'il y a un moyen Alors de le justement, retrouver? j'allais y venir. Alors, c'est une des principales différences justement entre le OneDrive et donc les conversations et les sites d'équipe, ce qui n'est pas forcément très compris. Si vous êtes dans une société elle est toujours en mouvement. Il y a des arrivées, il y a des départs, il y a des gens qui ont des mutations internes, qui ne travaillent plus sur les mêmes projets. Et du coup, la problématique, lorsque vous êtes sur une conversation, c'est que si vous êtes 4 dans une conversation et que l'un des 4 part, alors qu'il avait partagé des documents, les 3 autres n'ont plus accès du coup, à ces documents. Parce que lui, il coupe le partage de son OneDrive. La différence avec un site d'équipe, c'est justement que là, on va avoir un espace de travail collaboratif commun. Donc, chacun va pouvoir déposer des documents, partager des documents, etc. Et que si l'un des membres de l'équipe part, ça n'aura pas d'impact sur les fichiers qui seront toujours là. Qu'ils aient été déposés par lui ou par d'autres personnes, on est sur un traditionnel serveur d'entreprise que vous avez tous connu. Alors, bien sûr, si on supprime un fichier, et vous avez compris, on ne peut pas le faire au sein d'une conversation. Seul celui qui est à l'origine du fichier peut supprimer son accès. Par contre, dans le cas d'une équipe, si l'un des membres, et s'il a les droits pour le faire, parce que quand on crée une équipe, on définit des droits également, mais s'il a le droit de le faire, effectivement, rien ne l'empêche de supprimer un fichier. Donc, c'est pas parce qu'il y a de la technique, il ne faut pas qu'il y ait de la discipline. Mais ça, vous l'avez déjà vécu avec des serveurs d'entreprise classiques. Ce n'est pas parce que vous êtes sur un cloud de Microsoft que ça change, ça. Moi, si je suis dans un serveur d'entreprise et que je choisis de supprimer un fichier, il est supprimé. Alors après, il y a une gestion de la corbeille, ça c'est encore un autre problème, et qui est gérée notamment par les sites SharePoint. Ça répond à la question. Oui, c'est clair. Alors, on a quelques questions, Frédéric, si tu veux bien. Alors, une première question que je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais de Jérôme. Donc, bonjour, un problème récurrent de partage d'un fichier Excel, par exemple. Quel est le bon process? Créer un nouveau doc, l'enregistrer dans OneDrive avec partage, ou on peut directement le créer et le partager? Sachant, Alors, c'est vrai que... Ouais, vas-y. Alors, c'est très difficile de répondre parce qu'il faudrait voir un petit peu l'architecture de la société. Est-ce que finalement, c'est quelque chose de récurrent? Est-ce qu'il y a toujours les mêmes personnes qui travaillent dessus? Donc, c'est toute la difficulté aussi de créer une équipe, c'est que vous prenez chaque individu, chaque créateur d'équipe prend la casquette d'administrateur réseau.
Parce qu'historiquement, c'est pas vous qui faisiez ça. Vous, quand vous loguez sur Windows, vous arrivez sur un serveur d'entreprise, c'est pas vous qui avez créé les dossiers. C'est pas vous qui avez décidé si vous devez accéder à tel ou tel dossier. C'est un administrateur réseau. Or là, quand vous créez une équipe, finalement, vous prenez cette casquette. Vous décidez que telles personnes accéderont à telle information. Donc, c'est cette architecture qu'il faut comprendre. Donc, au-delà de savoir est-ce que je partage le fichier ou est-ce que je le mets au sein d'une équipe, ouais, c'est une réflexion à mener, mais je ne peux pas vous donner une recette magique parce que ça dépend vraiment du contexte. Bien, merci. Autre question de Laure. Bonjour. Donc, nous avons un process interne où nous envoyons beaucoup de documents par mail, donc trop lourd, même zippé, à nos recrues. Oui. Pourrait-on utiliser Power Automate pour automatiser l'envoi des docs? Alors, probablement, je ne vais pas dire non parce qu'on peut tout faire avec Power Automate. Par contre, ça dépend de la complexité du scénario. Celui que j'évoquais tout à l'heure était moyennement complexe, on va dire. Donc, l'idée, c'est de bâtir quasiment un cahier des charges, de bâtir un quasi storyboard, hein, donc un scénario, et puis après de le traduire peut-être sur Power Automate pour l'automatiser. Donc, ça veut dire où est-ce que je stocke les documents, quel est le scénario, c'est-à-dire est-ce que je dois les checker dans tel fichier Excel, correspondance avec tel dossier. Mais je vais dire oui, parce que, encore une fois, c'est comme en VBA, tout est possible. OK. Autre question de Jérôme. L'espace est-il limité sur OneDrive? Alors, en théorie, sur la plupart des licences Microsoft 365, je parle business, hein, et je crois que c'est aussi le cas au niveau familial, le OneDrive, en général, c'est 1 téraoctet de stockage par individu, donc c'est gigantesque. Quand l'espace de stockage d'un SharePoint, même Microsoft ne communique pas vraiment dessus. C'est-à-dire que c'est limité. Il n'y a pas vraiment dire, bah voilà, c'est 100 téraoctets par entreprise. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre, et eux-mêmes, je ne suis pas sûr qu'ils sachent s'il y a une vraie limite. Ouais. Autre question de Laure. Quelle est la différence entre OneDrive et un SharePoint? Et qui peut Alors, voir quoi? Alors, la différence, je le redis, hein, donc vous avez compris que le OneDrive, ce n'est qu'une partie du SharePoint. C'est une partie individuelle, c'est-à-dire c'est son espace de cloud personnel. C'est ça OneDrive. Donc, chaque individu au sein d'une entreprise a son OneDrive, donc dans lequel il peut stocker ses propres fichiers, et c'est une force des conversations. Potentiellement, il peut partager un fichier de son OneDrive avec des membres de l'organisation, voire des extérieurs, hein, parce que ça peut aussi se partager vers l'extérieur. Mais c'est qu'une partie personnelle. Quand on parle de SharePoint, c'est plus global. À la rigueur, on pourrait schématiser en disant que c'est le serveur de l'entreprise, mais dans le cloud, de Microsoft. OK. Thomas demande s'il est possible de. Enfin, il dit il n'est pas possible de glisser un fichier de Outlook 365 vers Teams. Est-ce que tu confirmes? Ah, alors, il faudrait voir le scénario, parce que ça veut dire quoi glisser? Est-ce que c'est juste du glisse-déposer d'un écran vers un autre? Dans la dernière mouture, par exemple, il y a un petit bouton Teams qui vient d'apparaître au niveau des mails. Est-ce que c'est un mail avec pièce jointe? Est-ce que c'est glisser le mail? Et dans ce bouton qui vient d'apparaître dans la dernière mise à jour d'août, là, il y a un bouton qui permet l'interaction entre Teams et Outlook. Alors, est-ce que ça répond à la question? Je ne sais pas. Il faudrait le tester, mais je ne vois pas trop. J'imagine plus ou moins le scénario, mais le glisser-déposer comme ça, d'un écran vers un autre, par exemple, je ne suis pas convaincu qu'effectivement ça marche encore. Mais c'est peut-être une question de temps. Il y a des outils de partage, hein, il y a des interactions entre Teams et Outlook, clairement. OK. Autre question, est-ce qu'il existe une formation sur l'organisation de la page d'accueil d'Office 365? Alors, tout l'écosystème, donc SharePoint et donc OneDrive, est bâti sur ce qu'on appelle, enfin, on a besoin d'un SharePoint designer. Donc, SharePoint designer, c'est à la fois la partie esthétique de SharePoint et des OneDrive d'ailleurs, et c'est aussi la partie structurelle, c'est-à-dire comment on va structurer les équipes notamment. Donc, il y a des gens qui sont spécialistes dans ça et qui vont vous aider justement à structurer vos informations. Donc, sur la partie purement esthétique, je pense que seul à vérifier, hein, mais normalement, en fonction de vos droits, c'est plutôt l'administrateur Office 365 qui pourra faire ça. C'est pas chaque individu forcément. Il y a des paramétrages, on peut modifier un petit peu le fond, mais c'est vraiment light. Oui, alors ça veut dire que est-ce que Office 365 a la même apparence qu'on travaille, je dis n'importe quoi, chez Total ou chez Saint-Gobain?
Bah, du coup, non, parce que ça va être plus ou moins charté. Alors après, c'est un choix de l'administrateur de faire ça ou pas. Il peut laisser quelque chose, un template très générique, ou alors il peut justement designer un peu plus, que ce soit d'ailleurs les sites SharePoint ou que ce soit les OneDrive, les designer un peu plus. Mais à l'échelle de l'utilisateur, les possibilités sont quand même assez faibles. Et est-ce qu'on peut aussi limiter le nombre de logiciels? Tu parlais de la Ah, ça, c'est gaufre, la là. licence Alors, c'est à la fois la licence qu'elle détermine, et au-delà de ça, c'est l'administrateur Office 365 qui le détermine. Il peut très bien dire, moi, j'ai pas une bande passante de dingue dans l'entreprise, donc je vais désactiver Stream, parce que Stream, c'est de la vidéo, et de la vidéo, ça consomme, par exemple. Et ça, c'est l'administrateur central de Office 365 qui est capable de faire ça. OK. Ouais, ouais, ça paraît clair. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Alors oui, Jérôme, savez-vous pourquoi lors d'un partage de fichiers Excel, certains collègues peuvent éditer et d'autres non? Alors oui, c'est-à-dire que quand on travaille sur Office 365, et notamment quand on crée une équipe, on doit définir des droits. Donc, pour une équipe donnée, on distingue les propriétaires et les membres. Par défaut, il faut savoir que, et les invités d'ailleurs, je devrais aussi ajouter les invités, parce qu'il peut y avoir des invités extérieurs à l'organisation. Donc, au moment de la création d'une équipe, vous devez dire, voilà, est-ce que les membres ont la possibilité de créer des canaux, pas des canaux, est-ce qu'ils ont le droit d'être en lecture ou en écriture sur les fichiers? Alors, ça se fait donc. Je dis Teams parce que je pense que c'est vraiment le principal point d'entrée aujourd'hui dans l'écosystème. Mais ouais, je vais prendre ici une équipe, par exemple, sur mon Teams. On va prendre cette équipe projet. Euh, dans mes fichiers, dans les fichiers de cette équipe, ici, et ça a été rajouté dans la mise à jour d'ailleurs de d'août, pour un fichier donné ou pour un dossier donné, vous pouvez désormais, grâce aux 3 petits points, gérer l'accès. Et gérer l'accès, ça va vous permettre de déterminer des droits pour chaque population. Donc, chaque population, je vous dis, il y en a 3 populations. Il y a les propriétaires, il y a les membres et il y a les visiteurs qui sont externes à l'organisation. Et pour chacun de ces profils, et ça, vous le déterminez au moment de la création de l'équipe, vous devez déterminer s'ils vont avoir accès en lecture, simplement en lecture, ou alors en lecture-écriture. Et c'est par type de population, c'est pas par individu. Donc, si vous créez, par exemple, une équipe où il y a, je ne sais pas moi, 4 membres et un propriétaire, propriétaire, comme son nom l'indique, il a le droit de tout faire, mais je peux faire en sorte que les membres n'aient un accès qu'en lecture au document. Donc là encore, vous retrouvez une casquette d'administrateur réseau à laquelle vous n'êtes pas forcément habitué. OK, c'est très clair. Très bien. Bah, écoute, je ne vois pas d'autres questions. Bah, merci à tous pour votre participation et vos nombreuses questions. Et on vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas donc Attends, à nous contacter. là, il y a les Val. Ah oui, alors oui, j'oubliais. Oui, s'il vous plaît, complétez le questionnaire d'évaluation. Vous pouvez le flasher avec votre téléphone si vous le souhaitez pour qu'on puisse avoir vos réponses au questionnaire. En tout cas, merci à tous et à bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir.